Salut Alexis, merci de nous rejoindre sur ce podcast pour échanger cette semaine sur la finance décentralisée. Alors, on a l'habitude d'avoir des gens de la finance décentralisée. D'ailleurs, c'est souvent Mark Zeller qui occupe ce siège et je suis content qu'aujourd'hui ce soit quelqu'un d'autre parce que on en a marre de voir Marc quand même au fil des mois. Marc que j'adore, mais on va voir une autre finance décentralisée, une finance décentralisée qui permet notamment d'emprunter sans collatéral. Donc, c'est souvent notamment ce qu'on reproche à la finance décentralisée de devoir déposer un Bitcoin pour emprunter 70% de la valeur du Bitcoin. Là, c'est un petit peu différent ce que tu vas nous expliquer, Alexis, puisque tu es CEO d'Atlantis Labs, qui est du coup une solution très intéressante pour emprunter sur des marchés de finance décentralisés, mais plutôt pour des professionnels, tout en sachant que les particuliers peuvent quand même y participer. Vous êtes PSAN depuis quelques mois, donc la finance décentralisée PSAN, c'est pas forcément très facile à voir, donc on va échanger sur tous ces sujets. Et je suis très content d'échanger avec toi. On a beaucoup échangé à ici, et là on le fait dans le cadre du podcast, donc on va pouvoir montrer aux auditeurs l'envers du décor de ce qui se cache dans cette nouvelle finance décentralisée. Donc merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, Alexis, s'il te plaît, et puis également sur Atlantis? Merci Valentin. Déjà, merci pour l'invitation. Ravi de participer du coup au podcast et de provide aussi un autre prisme que celui de Marc que j'adore aussi. Mais effectivement, c'est vrai que on va voir, je pense tout au long du podcast qu'entre un protocole comme celui de AV et un protocole comme le nôtre, même si c'est au final en fait deux protocoles de lending, comme on les appelle dans le milieu, ils ont deux fonctionnements qui sont totalement opposés et qui en fait, on va dire que la cible de clientèle et la verticale sur laquelle on se place en termes de marché est complètement différente. Euh, Donc, petite introduction de mon côté. Moi, je suis ingénieur de formation. J'ai commencé à travailler en tant que software engineer et je suis tombé dans la blockchain dans les années 2016 à peu près. Ok. Je me suis très vite intéressé à la technologie et j'ai commencé à participer à des meet-up à Paris, puisque c'était à ce moment-là, j'étais basé à Paris. Et donc, c'est là où j'ai rencontré pas mal de personnes de l'association Ethereum, couramment appelée Asset, qui maintenant est devenue Ethereum France. Donc, d'ailleurs, c'est là où j'ai rencontré Mark Zeller à l'époque. Voilà, la communauté est assez petite, elle l'est toujours, mais enfin voilà, à l'époque tout le monde se connaissait, hein, vraiment un tout petit milieu. Euh, Conjointement en fait à ce moment-là, il y a Consensus en fait qui a ouvert un bureau, donc Consensus qui développe MetaMask, Infura, donc un gros player dans le milieu crypto, a ouvert un bureau en France, à Paris. Et ça m'a amené donc à postuler chez eux et à me faire embaucher et travailler chez Consensus de 2017-2018 jusqu'à 2021 à peu près, euh, sur pas mal de projets différents, dont un projet de finance décentralisée euh, au tout début vraiment de cette vague-là, qui était un des premiers projets de stablecoin à l'époque. Donc là, vraiment, je parle en 2018. Et c'est là où j'ai rencontré en fait une de mes actuelles associées qui s'appelle Charlotte et donc qui était l'ingénieure financière de ce projet en question. Et plus tard, j'ai rencontré mon deuxième associé qui est donc Stéphane et notre CTO qui était donc le tech lead dans la team dans laquelle j'évoluais. Et donc voilà, fin 2021, non, milieu 2021, après avoir justement participé à un hackathon qui était sponsorisé par la fondation East Global, enfin, Ethereum du coup. Euh, on a gagné. Euh, on a décidé donc de quitter Consensus et de monter l'entreprise. Et voilà, depuis, on a monté cette entreprise spécialisée justement du coup sur les prêts et la dette privée. Et donc justement, on se focalise sur les entreprises et non sur les particuliers, même si effectivement, comme tu l'as dit, les particuliers peuvent jouer un rôle, mais pas le rôle d'emprunteur. Voilà. Ok,
Très clair. Effectivement, on va pouvoir, regarder un petit peu tous les enjeux parce que c'est un marché énorme, surtout au moment où on entend parler du marché de l'immobilier, qui va peut-être atteindre 5 au niveau des taux d'emprunt et c'est le cas pour l'ensemble des, de ces taux qui sont remontés par la BCE. Donc, l'accès à l'emprunt bancaire est de plus en plus complexe et c'est là où vous vous placez, donc un marché très, très, très gros. Et c'est amusant parce que tu cites, comme beaucoup, on se rend compte peut-être pour ceux qui suivent les différents échanges qu'on a avec les différents intervenants de l'écosystème, ce projet de stablecoin à Consensus qui a en fait accompagné tout un tas de gros porteurs de projets. Il y en a qui sont partis chez Sismo, il y a toi, il y a Marc qui gravitait autour de ça. Vous étiez beaucoup autour de ce projet de stablecoin. Ouais, bah en fait, maintenant, quand on regarde les personnes qui étaient dedans et où elles sont maintenant, effectivement, ouais, on est un peu bien, on a été bien distribué, on va dire, dans l'industrie. Et on a surtout aussi des beaux projets qui sont même carrément nés, en fait, des personnes ici. Donc, effectivement, je pense fort à Adrien qui a monté Sismo, qui lidait justement ce projet-là. Moi, je travaillais conjointement avec lui à l'époque. Marc, effectivement, qui est parti rejoindre AV à vraiment leur tout début. Euh, et on a eu aussi, bah, très bien, enfin là, on a Jimmy qui était parti chez Cléros, qui Ah a oui, ensuite exact. Ouais. Cosmo. Enfin, ouais, c'est un petit écosystème, ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est amusant que ce projet-là ait brassé autant de talents. Et encore une fois, vous étiez tout début de la DeFi et c'était même pas encore de la finance décentralisée, des stablecoins, c'était même pas ça. Enfin, donc effectivement, c'est En toujours effet, amusant. Je sais que ce projet-là a été le fer de lance de beaucoup d'envie et la colonne vertébrale de beaucoup de gros mondes dans la DeFi et même dans Ethereum aujourd'hui, en fait, quoi. ouais, c'est vrai ça a été assez vite reconnu. Et c'est vrai qu'à l'époque, le terme DeFi n'existait pas, parce qu'en fait, on était en 2018 et Ouais, finalement, le Summer DeFi, c'est 2020, si je dis pas de bêtises. c'est ça. Donc, ouais, il y a eu en fait, on a eu, entre le moment en fait, où on s'est lancé et on a vraiment donc, commencé à recevoir un petit peu de succès avec des bêtas qu'on avait lancés, etc., etc. Et le moment où la DeFi, il y a eu le vrai Summer DeFi, en fait, il s'est passé un bear market, quoi. Ouais, Ça, on oublie un peu, quoi. non, clairement. C'était quoi déjà le nom de ce projet? C'était variable. Variable, ouais, c'est ça. Donc, contrario de stable, c'était variable. Donc, c'était une plateforme de trading de produits dérivés et on matchait des produits dérivés pour avoir un produit qui était stable. Ouais. On matchait des longues et des shorts. Et voilà, on bundlait ça en fait dans un produit qui te permettait de te hedger finalement contre les variations de l'Ether, puisque c'était exactement le gros problème que tout le monde cherchait à craquer à ce Ouais, moment-là. ouais, clairement. Parce que donc, on avait, je sais pas combien, on sortait de la fièvre des ICO. Et Il y du avait coup, que tu avais Tether, en fait, dans ce énormément de cas. projets qui avaient levé des millions et des millions en Ether. Mm. Et justement, comme on était donc au début un peu de ce bear market, l'Ether ne faisait que descendre. Et donc, c'est un vrai enjeu pour énormément de ces entreprises-là de pouvoir se hedger en fait par rapport au niveau de leur trésorerie sans avoir à vendre au spot, quoi. Ouais, le fil spirituel un petit peu de Variable, on peut citer notamment Angle Protocol d'une certaine manière qui se protège un peu ou qui protège son stablecoin euro de cette manière ou en tout cas une manière dérivée de ce long et de ces shorts portés par d'autres justement porteurs de risques, contrairement à des stablecoins centralisés. On les connaît bien maintenant, les USDC, les USDT ou des DAI avec du surcollatéralisation. Donc ouais, c'est vrai que c'était ambitieux à l'époque et effectivement, comme parfois des belles histoires, c'est arrivé un peu trop tôt, mais vous êtes effectivement tous distribués dans des beaux projets, dont Atlantis aujourd'hui pour toi. Et c'est cool de voir ces équipes se retourner et ne pas être partis pendant le bear market. Ça prouve encore que ça buildait déjà à l'époque. Exactement, ouais. Bah, après, c'est vrai que on est tous enfin, je pense que c'est vraiment une des caractéristiques de Consensus à l'époque. Je sais pas justement si maintenant ils ont réussi à garder cette âme. J'espère vraiment. Mais moi, je me souviens que à ce moment-là, tout le monde, vraiment tout le monde était passionné par la blockchain. Mais vraiment de manière complètement
Fanatique. Enfin, c'est vrai que pour certains, c'était fanatique. On va pas se mentir, il y en a pour certains, on frôlait le maximalisme. Mais effectivement, ouais, non, il y avait une vraie velléité de participer à quelque chose de plus grand que nous et qu'elle allait changer vraiment, qu'elle allait révolutionner le monde. Et c'est pour ça qu'on a justement, même dans Consensus, au-delà de Variable, mais au-delà de Consensus, ça a été une énorme machine à produire justement des fondateurs de projets. Et je l'ai remarqué justement aussi à travers du coup, mon aventure d'entrepreneur, où ça m'a amené à parler avec plein de nouveaux projets ou des plus anciens. Et en fait, je me rends très souvent compte que on a partagé voilà, quelques années chez Consensus. Voilà, certains étaient basés à l'autre bout du monde, donc des fois on ne se connaissait même pas. Mais voilà, en fait, on a un réseau en commun, c'est assez intéressant. Et des gens qui poussent dans le même sens, effectivement, pour des choses plus grandes. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais c'est vrai que comme l'écosystème a grandi, il y a un peu plus de tout qu'à l'époque. Mais c'est vrai que Consensus en France, ça n'existe plus tellement. Donc, c'est une époque plutôt révolue en ce qui concerne l'Hexagone, mais à l'époque, mais Ils il sont y a toujours beaucoup là, de gens qui mais c'est en fait, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir la nouvelle perspective où on se dit que voilà, Consensus, c'est plus un gros player en France, alors que pourtant ils ont encore un gros bureau avec pas mal de personnes et des équipes très 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 qualifiées. Parce que j'ai encore des collègues qui travaillent, enfin des anciens collègues qui travaillent là-bas, enfin des amis en fait, tout simplement. Et, et en fait, de voir qu'ils n'ont plus la notoriété en fait, qu'ils avaient avant, ouais, je pense que ça vient surtout du fait que l'écosystème français a énormément évolué. Et avant, en fait, Consensus, je me souviens très bien quand je les ai rejoints, bah, il n'y avait pas grand monde, il n'y avait quasiment aucune entreprise française qui s'était montée sur la blockchain. mmh. J'ai deux, trois noms en tête, mais voilà, c'était vraiment assez désertique. Et donc, forcément, Consensus, juste par sa taille et ses moyens Inspirer les talents, ouais. financiers, voilà, sortait du lot de manière drastique, alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Et d'ailleurs, et ça, ça se voit d'ailleurs même sur l'écosystème entier où avant, Consensus, c'était vraiment considéré comme le Google de la blockchain, Ouais. etc. Et aujourd'hui, en fait, bah, c'est juste une entreprise parmi tant d'autres. Et parce qu'ils se sont fait complètement rattraper. Avant, Consensus, c'était la seule entreprise avec plusieurs centaines d'employés qui travaillaient uniquement sur la blockchain. Aujourd'hui, les entreprises qui ont plusieurs centaines d'employés qui travaillent uniquement sur la blockchain, il y en a des dizaines. Ouais, ouais, effectivement, c'est ça. Le marché francophone et même mondial a bien changé. Je crois que les dernières estimations, c'est 7 000 emplois directs et indirects en France. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait peut-être que Ledger pour essayer d'être en phase de Consensus et que maintenant, il y en a beaucoup plus. Ouais. Exactement. Donc, Exactement. intéressant à voir. J'avais échangé avec l'un des cofondateurs de MetaMask justement sur ces sujets quand ils étaient passés à Paris. Je mettrai le lien en description. Mais c'est vrai que toute cette aventure avec Joe Lubin et toute la clique de l'époque, effectivement, ça rappelle Euh, de beaux souvenirs. Ça, ouais, bah, ça, ouais, en vrai, c'est une aventure. On pourrait en parler pendant des heures tellement Ouais, il y a des trucs à raconter, mais effectivement, on c'est, fera. ouais, je pense qu'on pourrait faire une série Netflix là-dessus. C'est ça, exactement. La série Netflix, les Consensus. Mais encore une fois, ils ont fait des choses extraordinaires. Et MetaMask, c'est eux, tu as raison. Bah, ça parle moins, mais Infura, tout ce qui permet de faire tourner ces services sur la blockchain, c'est eux. Donc, non, il y a plein de trucs que les gens utilisent tous les jours et qui viennent de Consensus et qui continuent d'être actualisés. Donc, tu as raison, c'est pas une entreprise qui n'existe plus, mais c'est une entreprise qui est peut-être un peu moins au devant de la scène parce que bah, chacun, et on le voit avec toi, justement, des personnes qui l'a composé sont parties faire des solutions à côté justement comme Atlantis. Donc, j'ai présenté un petit peu au début, l'objectif, c'est de faire des prêts sans collatéralisation. Donc, ça, c'est assez intéressant à voir. Est-ce que tu peux justement nous donner un peu la position macro de ce genre de solution et pourquoi ce qu'on appelle bah, voilà, des prêts entre personnes, des prêts entre entreprises, tu les as mis toi sur la blockchain, tu as mis un peu beaucoup même de finances décentralisées pour arriver à quelque chose de plus efficient. Qu'est-ce que c'est ces prêts-là? À qui ça sert? Et comment ça marche? Ouais, ça marche. Donc, je vais essayer d'être assez concis et clair sur une première introduction, on va dire, à ce qu'on fait. Euh, D'ailleurs, il faut quand même préciser que le premier point, on se vendait au début effectivement comme un protocole non collatéralisé, puisque
le problème du protocole overcollatéralisé, surcollatéralisé, c'était ces cas d'usage. On Mm. s'est vite rendu compte en fait que des protocoles comme Aave, Campan, même si enfin, qui sont géniaux parce qu'ils ont permis de créer les bases d'un Lego pour la finance décentralisée, finalement les cas d'usage finaux en fait d'un protocole comme ceci, ils sont très très limités. Et ça ne bénéficie qu'à très peu d'acteurs dans cet écosystème. Et là, le cas d'usage principal, en fait, c'est ce qu'on appelle le leverage yield farming. Et donc, en fait, qui est vraiment finalement le fait d'aller empiler les yields entre différents protocoles Ouais. pour maximiser ses gains. Et donc, c'est finalement une, euh, un cas d'usage, voilà, comme je disais, qui est très spéculatif et on peut se questionner sur la qualité de création de valeur pure dans l'écosystème. Euh, donc nous, on s'est justement penché sur le fait de comment est-ce qu'on peut créer un protocole qui permettrait non pas en fait à des acteurs euh, qui veulent aller donc augmenter leur exposition à cette volatilité, mais plutôt à des acteurs qui veulent créer de la valeur, soit par de l'emploi, soit par la création de valeurs pures, IP, produits, etc. Et donc, on s'est tourné justement, notamment vers les entreprises. Et donc, on s'est tourné vers le marché de la dette privée. Donc, pour bien comprendre ce marché-là, en fait, il faut revenir un peu à la base. Qu'est-ce que c'est que la dette privée? En fait, la dette privée, donc c'est contrairement à ça se place, on entend beaucoup parler de dette publique, qui sont donc justement en ce moment, c'est très chaud, puisque justement, on a énormément de projets qui se basent avec ce qu'on appelle les UST Bills. Donc, c'est justement ces fameux projets qui vont acheter des bons du trésor américain et les tokeniser pour les ramener on-chain et créer du yield. Donc, en fait, les bons du trésor américain, c'est le gouvernement américain qui va aller justement s'endetter sur les marchés pour avoir accès à du capital et investir dans sa stratégie économique et repayer les investisseurs plus tard. Et pourquoi c'est si populaire? C'est parce que on considère que l'État américain, c'est l'État le plus puissant du monde, c'est la puissance numéro un. Et donc, si eux ne répayent pas, en fait, le monde, voilà, il est dans un autre type de phase qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, c'est un risque tellement euh, improbable en fait que ça arrive qu'on est OK de prêter sur des années et des années contre un taux d'intérêt assez faible. Il se trouve que ces taux d'intérêt ont énormément augmenté. Ça, c'est encore c'est un autre effet lié donc notamment à la guerre en Ukraine, etc. Mais nous, voilà, on se place sur un équivalent qui n'est pas donc pour de la dette publique, donc pour des gouvernements, mais pour des entreprises. Donc, on permet justement à des entreprises, par les mêmes leviers, les mêmes mécanismes, en fait, d'aller chercher de l'investissement, d'aller chercher du capital à travers donc des emprunts sur un marché. On se place du coup en parallèle des levées, ce qu'on appelle du financement, ce qu'on appelle en equity, donc Mm. qui est justement les fameuses levées qu'on voit sur tous les journaux le matin, que telle startup a levé 15 millions, 20 millions, 100 millions en série A, série B, série C. Voilà, ça c'est de l'equity. Donc Et c'est ça, des ça veut dire, entreprises. pour ceux qui connaissent moins, effectivement, que bon, il y a des actions qui sont cédées contre de l'argent et donc voilà, il y a une dilution de la société. Exemple, si toi tu veux faire une levée de fonds, tu as 10 parts de ta boîte, tu vas en céder 3 à quelqu'un qui va te les acheter, tu n'en auras plus que 7, mais en face de ça, tu auras 500 000 euros de trésorerie. Donc effectivement, tu perds du capital, tu perds du pouvoir de gouvernance et tu laisses un peu ta boîte à quelqu'un d'autre, quoi. Donc il y a une dilution. Exactement. Et en fait, les entreprises, enfin pour l'entreprise, se financer en equity est infiniment plus cher, entre guillemets, que se financer en dette, Mm. puisque justement, voilà, il y a cet aspect dilution qui rentre en jeu, et qui, plus l'entreprise est importante, grande et établie, bah, plus en fait va représenter un coût important pour l'entreprise, puisque la valeur de l'entreprise, la valorisation de l'entreprise est grande.
Et donc, si on donne une part de valorisation, enfin une part d'une entreprise, enfin quelques pourcents d'une entreprise qui vaut 1 milliard versus une entreprise qui vaut 100 000, bah, on peut voir que c'est le même pourcentage, mais du coup, en fait, le coût associé à ce prêt-là n'a juste rien à voir. Donc, il y a ce marché de la dette privée, en fait, il est pas, enfin, on n'invente rien, hein. C'est un marché qui existe depuis déjà plusieurs dizaines d'années et qui existe dans la finance traditionnelle et qui est en plein essor d'ailleurs. C'est un milieu qui existe, enfin qui est en pleine, ouais, qui est en pleine croissance et qui est dominé majoritairement par deux types d'acteurs, qui sont donc les banques commerciales et les fonds de crédit. Donc, c'est des acteurs vraiment, c'est les acteurs les plus TradFi que vous pouvez imaginer et dont le but et le fonctionnement est ce qu'on appelle l'underwriting et l'origination. Donc, l'underwriting, c'est la capacité à scorer et analyser une entreprise euh, financièrement et d'un point de vue business pour se rendre compte de sa capacité en fait à pouvoir rembourser. Et l'origination, c'est le fait de justement structurer un prêt et de les mettre sur les marchés et de remplir en fait ce prêt. Donc, c'est-à-dire d'aller chercher soit d'avoir l'argent sous la main comme une banque, euh, et soit donc un fonds d'aller chercher des investisseurs qui, eux, veulent du rendement, et donc de pouler, entre guillemets, un peu ces investissements ensemble et de fonder justement des projets. Donc là, on parle d'un marché qui est aux alentours de 2 trilliards de dollars aujourd'hui. Donc c'est un marché qui est très conséquent. Et en fait, si on voit comment il évolue de manière assez exponentielle. Donc c'est vraiment hyper intéressant puisque on voit que c'est un marché qui est énormément créateur de valeur. Ouais. Parce que les financements qui sont là-dessus, on va autant parler en fait de financement de grosses entreprises comme de TPE en fait. Et on sait aujourd'hui la majorité des emplois en France, mais comme dans le monde, sont créés par en fait des TPE. Donc c'est extrêmement important en fait si on veut un monde qui se développe et qui continue à avoir de la croissance, d'avoir des TPE qui puissent se financer, qui puissent avoir un accès en fait au financement qui soit, qui soit optimal. Puisque si l'accès en fait au financement, il est soit trop coûteux, soit trop compliqué, soit trop réservé en fait à une certaine tranche des entreprises, de certaines tranches d'entreprises, ou alors trop localisé, il y a forcément, en fait, ça va freiner l'évolution, ça va freiner le développement et ça va faire disparaître des entreprises globalement. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé donc, de prendre ce marché-là et de le ramener on-chain, puisque traditionnellement, en fait, ce marché de la dette privée est un marché qui est extrêmement opaque, Mm. illiquide et cher, en fait, puisque c'est un marché qui est vraiment maîtrisé par, donc, comme je disais, ces deux types d'acteurs-là. Il y a très peu de concurrence entre ces acteurs. Euh, il y a, il y a une sorte d'oligarchie un peu, entre guillemets, au niveau de ces acteurs-là qui vont provide ce capital. Et il y a énormément d'inefficience. C'est-à-dire qu'on a toute une part géographique du monde qui n'est pas adressable. Tout simplement parce que ces entreprises-là, ces fonds, n'ont pas donc, comme je disais, là, sur la partie underwriting, ils ne vont pas, en fait, tout simplement avoir les compétences pour aller analyser des entreprises donc, qui sont sur certaines verticales de marché Mhm. ou alors dans certaines géographies. Ce qui fait qu'on a des ports complets d'industrie ou du monde qui ne sont pas, qui sont laissés, en fait, entre guillemets, sans financement. Euh, Et la manière après, donc, comme je disais, dont ces entreprises accèdent au financement est très compliquée. Ça prend énormément de temps pour une entreprise d'accéder à un loan, à un prêt de la part de ces entreprises-là. Et sans aucune condition, les conditions des prêts en général sont souvent très, très, très drastiques. Alors, souvent, ça a raison, hein, mais des fois, en fait, on se rend compte que c'est juste que l'entreprise, enfin le fonds, comme ils ont des capacités en underwriting qui sont très macro et pas micro, ils ont du mal à bien évaluer le risque que représentent ces entreprises. Et donc, plutôt que de prendre
ils se disent, donc justement, vu qu'on ne sait pas trop l'évaluer, on va surpricer en fait le loan. Comme ça, en fait, ce delta de risque qu'on ne sait pas le prendre, eh ben, on le met en fait dans le taux en fait de Ouais, ce prêt-là. Donc, ce ok. qui veut dire que ça laisse de la place à des acteurs différents, donc soit des fintechs ou des acteurs comme nous, de venir et de pricer en fait, d'avoir une compétence qui est plus granulaire et où on peut traiter donc avec des acteurs plus petits et donc faire des loans tout simplement beaucoup mieux paramétrés en fait pour ces entreprises-là. Parce qu'il faut savoir en fait qu'un fonds de crédit, eux, si tu leur proposes un fonds, enfin une credit facility enfin un prêt de 100 000 dollars ou 1 million, lui, il ne sait pas faire en fait. Lui, il sait faire que dans les dizaines de millions, les centaines de millions en fait. Ouais. Donc, c'est pour ça que voilà, je disais, même en taille aussi d'investissement, il y a tout un type d'entreprise qui est laissé sur le carreau, quoi. Donc, voilà un peu où on se place et dans quel contexte on se place. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, s'il y a peut-être d'autres questions sur lesquelles Non, tu mais veux. effectivement, pour avoir la compréhension globale, du coup, il y a le côté, quand tu es une entreprise, parce qu'on parle effectivement là d'entreprise, on ne parle pas de, comme on disait au début, sur la finance décentralisée avec AAV, on vient pas prendre son Bitcoin pour avoir 70% de la valeur du Bitcoin et faire des boucles en achetant plus du Bitcoin ou des terres ou ce genre de choses. On n'est pas dans cette formule-là, on est sur une formule du coup d'entreprise pour ce qui est des gens qui ont besoin de cette liquidité. Et donc là, dans ce cadre-là, c'est ce que tu expliquais très bien. Ils ont donc soit la capacité d'aller chercher auprès de la banque un prêt création d'argent ex nihilo avec des complications qu'on connaît aujourd'hui sur les accès aux prêts, donc très traditionnel, comme quelqu'un qui veut aller chercher de l'argent pour sa voiture ou son immobilier, ça c'est compliqué. L'autre option, c'est d'aller chercher effectivement une levée de fonds. Donc là, on perd du capital et on perd du pouvoir de gouvernance. Et entre les deux, il y a cette dette privée, c'est-à-dire l'argent existe déjà et il est capable d'être distribué sur justement des contrats un peu particuliers. C'est ce que tu expliquais là, avec beaucoup d'opacité. Et c'est là où vous vous placez avec, il me semble, vous avez 10 millions qui ont été financés là sur Atlantis depuis quelques mois, parce que vous avez lancé la solution avec un peu de vie, un peu de force là, il y a que quelques mois en fait. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, on est live et on existe depuis plus d'un an maintenant. Mais initialement, ce projet-là, en fait, on s'était vraiment dit, on va prêter à des acteurs Web3. Donc, Ok. on va vraiment prêter à donc les types d'acteurs Web3 qu'on peut rencontrer, c'est des market makers, c'est des DAO, c'est des protocoles. Et donc, on s'est dit, voilà, on va permettre à ces acteurs-là de se financer euh, comme ils pourraient se financer dans la finance traditionnelle, mais comme justement c'est des acteurs Web3, euh, alors maintenant c'est de moins en moins vrai, mais à l'époque, les acteurs bancaires traditionnels refusaient systématiquement de deal avec eux. Ouais. Et, et donc, vraiment, voilà, l'idée, c'était de provide ce même genre de service pour ces acteurs-là. On a commencé à travailler avec plusieurs acteurs de ce milieu en 2022 jusqu'à la crise qui avait été lancée initialement par Three Arrows Capital. Enfin, on peut remonter jusqu'à Terra, mais bon, c'est vraiment ce qui a sonné en fait le glas, pour nous en tout cas, de travailler dans ce milieu, c'était FTX, puisque justement, on s'est rendu compte que tous les acteurs, en fait, les market makers, avaient énormément de contagion entre eux, en fait, finalement, ils se prêtaient tous les uns les autres. C'était finalement très opaque. C'est hyper compliqué de savoir qui dealait avec qui. Il y avait énormément de trades qui se passaient en OTC. Donc, même si en fait, ils te disaient, ouais, ouais, enfin, ils ne te montraient pas de blanche, ils te montraient leur wallet sur telle et telle chaîne. En fait, il n'y avait aucune garantie qu'ils n'avaient pas un autre wallet qui, lui, entre guillemets, ne t'avait pas montré et sur lequel il y avait soit des expositions, enfin, leveraged, soit même en fait un loan tout simplement qui est parti en ETC. Ouais. Donc, ouais, on s'est dit que c'était juste trop compliqué. Beaucoup de contagion du coup effectivement à ce moment-là et tu savais pas qui était solvable et qui ne l'était pas en fait. C'est ça. Alors, il se trouve que bon, dès que ça s'est passé, on a tout de suite pris les devants et on a recall toutes nos loans, tous nos prêts en cours, tous nos encours, en fait. Euh, on les a rappelés et on n'a eu aucun défaut.
on a réussi à bien manager ça. Pour nous, c'était hyper important parce que justement, la crédibilité et le track record, c'est quelque chose dans le milieu du crédit est très important. Donc, on a vraiment passé énormément de temps à gérer cette partie-là. Mais effectivement, pour nous, ça nous a rendu, même une fois qu'on avait donc sécurisé tous les fonds, que tous les investisseurs étaient safe, c'est c'est quand même resté assez clair et net qu'on ne pouvait pas continuer en fait on pouvait pas réouvrir nos poules demain, enfin 2 semaines Ouais, ouais. après, en disant ouais, c'est bon, il ne s'est rien passé. Non, en fait, pour nous, c'était vraiment une preuve d'immaturité du marché et de l'écosystème. Et donc, on s'est dit, ça va venir, hein. Il y aura vraiment des boîtes Web3 qui vont emprunter et qui vont avoir des cycles de prêt entièrement en fait sur la DeFi on-chain, mais c'est juste trop tôt en fait. On s'est rendu compte que c'est trop tôt. Et néanmoins, il y a un cas d'application qui reste très valide et qui en fait s'est même aussi renforcé avec avec la conjoncture en fait actuelle. C'est le marché de la dette privée, mais non pas on-chain, mais off-chain. Mhm. Puisque avec les taux d'intérêt qui ont monté, dû justement donc, aux événements macro qui sont passés ces dernières années, l'accès au financement pour des TPE euh, est devenu extrêmement compliqué. Et ce qui fait que il y a un nombre de fintech qui sont levés, enfin qui ont été créés, dont justement le but est de combler le trou en fait qui est laissé par le trou dont je parlais, qui est laissé par les fonds de crédit et les banques sur ces fameuses entreprises qui ne sont pas, dont ils n'ont pas la capacité en fait à analyser le risque. Ouais. Ces fintechs, en fait, justement, se sont créés et se spécialisent en pour analyser le risque de ces petites entreprises. Et nous, du coup, ce qu'on a développé comme compétence, c'est le fait d'analyser ces entreprises-là. Parce qu'en fait, donc ces entreprises-là, en fait, on les appelle les originateurs. Et enfin, c'est ce qu'on appelle les originateurs. Donc, ils vont chercher en fait des entreprises qui sont dignes d'avoir accès à des prêts et recaler les autres. C'est eux qui vont faire vraiment ce crible, enfin, ce crible de risque et donc permettre à ces entreprises d'accéder ou non à des prêts. Ils ont souvent, donc, enfin, ils ont toujours même des pieds sur le marché là où ils sont, enfin, boots on the ground. Donc, ils ont vraiment des personnes sur place, puisque une des capacités, en fait, pour moi en tout cas, un des requirements majoritaires, c'est d'avoir des gens sur place. En fait, si tu te mets à prêter, c'est exactement ce qu'il y a eu un problème dans la DeFi euh, avec justement un des protocoles qui évolue dans le même milieu que nous, qui a prêté en direct à une boîte en Inde qui en fait fabriquait des vélos. Mais ça, en fait, pour moi, c'est une ineptie parce que c'est comme si moi, en fait, j'allais sourcer du capital on-chain et j'allais prêter à des fermiers au fin fond du Nebraska ou au fin fond de l'Afrique. Et je vais faire un virement, en fait, sur le wallet de ce fermier-là. Et maintenant, je lui dis, bon, bah, OK, tu me repayes dans 2 ans. Et finger crossed, tout se passe bien. Sachant que moi, j'ai toutes mes personnes, enfin, mon entreprise qui est en Europe. Enfin, c'est improbable, en fait. Pour moi, il faut avoir des gens géographiquement qui soient proches de, des personnes, des entreprises avec qui on va prêter, comme voilà, avant, l'entreprise qui est dans le coin qui veut les financer, ils vont aller voir le banquier de la ville Ouais. pour aller chercher du financement. Euh, donc voilà, c'est comme ça vraiment qu'on voit la chose. Et nous, on a voilà, développé cette capacité qui permet donc de euh, analyser ces originateurs qui, eux, ont des boots on the ground, comme on dit. Et, euh, et pour le coup, ces entreprises-là, elles, pour financer, donc elles ont un livre en fait de prêt, qu'on appelle un loan book.
pour financer ce loan book, et donc les loans, enfin les prêts qui vont adresser à toutes ces entreprises-là, ils vont eux-mêmes se financer en fait auprès de ces fonds de crédit et ces banques. Et en fait, c'est là où on voit comment les gros acteurs qui détiennent vraiment les trilliards de dollars, qui sont tellement gros qu'ils n'arrivent pas à adresser le marché, le tout petit marché, mais c'est le Ouais, marché qui produit toute la valeur, enfin une grosse partie de la valeur, va en fait déléguer, entre guillemets, cette mission-là à ces entreprises, à ces fintechs, en fait, finalement, mhm, euh, pour le faire. Et là, par contre, où on retrouve encore des défauts, c'est que, enfin, non pas des défauts dans les prêts, mais des défauts dans le fonctionnement, c'est que justement, ces entreprises-là, ces fintechs, ont aussi des difficultés suivant les verticales business sur lesquelles elles vont se placer, ou géographiquement, où est-ce elles vont aller effectuer leur business, d'accéder à des fonds. Et on retrouve, en fait, c'est là où c'est marrant, c'est qu'on voit que bah, les inefficiences qu'on avait finalement au niveau des TPE, même des moyennes entreprises, on les retrouve du coup au niveau de cette fintech-là. Et donc, on vient se placer finalement donc, en alternative à ces gros fonds. On va aller sourcer les capitaux on-chain, on va aller créer des pools de liquidité et on va aller finalement donc, créer ce qu'on appelle des credit facilities. Donc, c'est vraiment des, euh, des, des boîtes de crédit. Donc, c'est vraiment un véhicule financier, en fait, ouais, qui va rassembler tout cet argent ok. et l'envoyer à l'emprunteur. Et la vraie différence là-dedans, puisque donc tu avais commencé en ouvrant sur le fait que voilà, euh, AV c'était over-collateralized et c'est ça qui donc, les avait rendus aussi attrayants au début, c'est l'aspect sécuritaire, etc. Et que nous, justement, on est under-collateralized, donc on est sans collatéraux, ce qui fait qu'effectivement, c'est plus efficient d'un point de vue capital Ouais. et ça permet les entreprises d'emprunter, etc. Mais il y a beaucoup moins cet aspect sécuritaire pour le prêteur. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas, puisque justement, nos prêts sont collatéralisés. Ils sont collatéralisés différemment. Et c'est en fait justement travailler off-chain qui nous permet de faire ça. C'est-à-dire que on va avoir un collatéral qui ne va pas être du capital pur, en fait. On va pas collatéraliser le prêt avec des euros et des dollars, Mhm. parce que ça n'a aucun sens. Par contre, on va aller collatéraliser le prêt avec des assets euh, qui vont être, par exemple, des reçus. Et en fait, c'est là où ça va être très intéressant, puisque on va se rendre compte, c'est là où en fait, on a toute l'efficience de la finance et du marché qui est mise à la disposition en fait, d'un cas d'usage comme je disais, je parlais de fermiers en Afrique. On travaille avec une entreprise, donc un originateur euh, au Kenya. Et donc, eux, typiquement, alors ils sont américains, mais ils ont justement des entreprises au Kenya et au Nigeria. Et ces entreprises-là financent en fait des fermiers en avocat. Et il se trouve que il y a des grosses plateformes enfin des grosses entreprises, des gros supermarchés en Europe qui sont très friands d'avocats et donc vont acheter en taille assez significative des marchandises euh, tout au long de l'année. Et eux, en fait, vont financer tout simplement l'envoi, le shipment donc, de ces avocats des fermiers du Kenya jusqu'en France, jusqu'en Suisse, Ok, jusqu'à Londres. ok, Et, et donc, ces entreprises-là, en fait, vont prendre en collatéral, vont mettre le reçu qu'elles ont de l'entreprise qui achète. Et ça, ce reçu-là, nous, si jamais il y a un problème, on peut le prendre. Il a une valeur, quoi. Il a la valeur en fait de la cargaison. Et donc ça, en fait, c'est liquide et on peut donc, en cas de défaut, l'utiliser, le vendre, récupérer de l'argent sur le marché et s'en servir comme collatéral pour les emprunteurs. oui, c'est Pour les donc, prêteurs. c'est effectivement tout ce qui est tokenisation. D'ailleurs, tu étais à Token 2049 là, il y a quelques heures, quelques jours, et c'est un peu ce qui est ressorti d'une des keynotes un peu importantes sur cet aspect. Quelle est la place de la finance décentralisée ou de la blockchain dans la finance traditionnelle? Et c'est ce que tu as retenu en gros de cette keynote-là, un peu importante. Ouais, en fait, moi, ce qui m'a... Donc, effectivement, Token 2049, j'en reviens là de quelques heures. J'ai atterri ce matin et c'était très intéressant.
c'est là où on se rend compte effectivement que de jour en jour, la TradFi et la DeFi, ça se rapproche. Mm. Il y a des acteurs énormes qui se mettent dessus. Enfin, et justement, on parlait d'un acteur comme Franklin Templeton, qui est donc un asset manager, enfin un gestionnaire d'actifs et d'investissements qui pèse entre 1,5 et 2 milliards et 2 trilliards de dollars. Donc c'est plus, en fait, c'est plus que la DeFi elle-même. Donc c'est assez marrant. Le marché des cryptos même au global. Ouais. C'est là où on se rend compte en fait que on est au tout début, quoi. Ouais. Quand un seul acteur de la TradFi pèse plus que l'entièreté en fait de la DeFi, c'est là où on se rend compte effectivement qu'on est au tout début. Mais cette boîte-là qui est en plus, alors qui est vraiment pour le coup vraiment old school TradFi, quoi. C'est vraiment des gens qui sont en général, on va dire, assez prudents. En fait, là, ils ont fait des proof of concept sur Ethereum, quoi. Donc, c'est pas, ouais, je fais tourner mes nœuds privés dans ma boîte et je vais faire un truc sur 6 mois, un an. Non, non, ils ont fait l'époque. Alors bon, entre le moment où on arrivera à transitionner d'un POC à quelque chose qui va être on-chain, Oui. avec de l'argent institutionnel qui viendra d'une boîte comme Franklin Templeton, je pense qu'il va se passer des années, clairement. Mais je pense qu'on va dans la bonne direction. Parce que là, en fait, ce qu'on voit, c'est que pendant des années, la TradFi et la DeFi, vraiment, la DeFi se passait comme antinomique à la TradFi. Ouais. Clairement. Mais en fait, on se rend compte que c'est le futur, pour moi, il est hybride. Parce que on est obligé, si on veut en fait, avoir une finance qui est vertueuse, qui permet à des entreprises off-chain de créer de la valeur, des emplois, etc., on est obligé en fait de respecter certains standards, certaines mesures. Enfin, voilà, quand on se met à mettre du KYC, du KYB sur nos pools, c'est pas par plaisir, quoi. On fait pas Ouais. ça en mode, ouais, c'est super, on va rajouter plus de contrôle, etc. Non, c'est parce que ces entreprises-là, en Web2, elles ont ce qu'on appelle des contraintes AML. Donc, c'est anti-money laundering. Donc, vraiment, c'est tout Le simplement blanchiment pour le d'argent. blanchiment d'argent. Ouais. Et ça fait du sens, en fait. On se rend compte que ça fait du sens. C'est quand on voit, en fait, qu'une boîte, enfin, qu'un groupe comme Lazarus, qui bosse pour la Corée du Nord, qui, en fait, donc arrive à collecter des millions et des millions, et même maintenant des milliards de dollars chaque année pour le compte de la Corée du Nord. Et en fait, on se rend compte que derrière tous les gros hacks, il y a la Corée du Nord. En fait, ça paraît normal de se dire, OK, il y a un côté un peu legit de se poser ces questions-là. Après, il faut se les poser de manière intelligente. Ça veut dire que ça ne sert à rien d'aller mettre du KYC, KYB sur un protocole fully decentralized. Donc, il faut, enfin, et qui a pas de but, en fait, enfin, comme un Curve et compagnie, quoi. Mm. C'est-à-dire, ou AV, et encore, ça, on peut se poser les questions, Il y a mais pas de, effectivement, il n'y a pas de on-off rampe directement avec la finance traditionnelle, donc c'est encore, on peut encore c'est se ça. poser la question. Mais sur les pools dont tu parlais et la finance traditionnelle qui va plus ou moins à fond les ballons, on a aussi en France Société Générale avec la filière Forge et Jean-Marc Stenger qui ont fait effectivement beaucoup de choses avec MakerDAO en tokenisant certains actifs de la société. Donc effectivement, on y va à fond. Et du coup, c'était le dernier point que je voulais voir avec toi. Tu parles de l'AML, tu parles de LCPFT, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, tout ce qui touche au KYC, donc Know Your Customer, donc demander l'identité des utilisateurs avec la carte d'identité, ce genre de choses. Tout ça, ça va dans la compréhension, et je le disais tout à l'heure, du PSAN, qui est donc cet enregistrement que vous avez obtenu de la part de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Donc vous êtes une entreprise aujourd'hui qui disposait du PSAN comme 80 à peu près en France à date, mais vous étiez le premier de ce qui dans la finance décentralisée justement. Donc c'était assez surprenant. Donc c'est une filiale, tu vas nous l'expliquer, mais c'est quand même très important de savoir que vous avez fait ce pari et que voilà, dans quoi tu souhaites mener demain à Atlantis avec ce nouveau pari, avec ce nouveau trade qui est le PSAN que vous avez en premier dans la DeFi. Ouais, c'est un pari en effet, mais en fait, on va voir que c'est pas tant un pari. Enfin, c'est assez. La suite d'idées est quand même très straightforward. C'est très simple finalement. Donc, comme je disais, cette année, on a pivoté vers la catégorie, les real world assets.
donc les fameuses les assets off-chain, et justement en allant prêter à des fintechs. Mhm. Et on a commencé donc très modestement. Aujourd'hui, on a deux pools. On a une fintech qui prête en Afrique, on a une fintech qui prête en France. Et, euh, et donc aujourd'hui, on est en train d'en aborder bien plus, mais ça prend énormément de temps et d'efforts, parce que la majorité de ces entreprises Web2 qui souhaitent accéder à du capital, en fait, elles sont Web2, elles ne sont pas Web3. Et, euh, et du coup, très souvent, quand on leur dit, voilà, vous pouvez avoir accès à du financement qui est beaucoup plus prédictif, qui est beaucoup plus rapide en termes de structuring, qui est beaucoup plus capital efficient euh, et moins cher, puisque justement, en utilisant en fait la blockchain comme les rails de toute la structuration et de tout le process d'établissement du prêt, on réduit énormément quand même les coûts intrinsèques en bypassant justement un certain nombre de middlemen qui existent, de tiers, de parties tiers qui existent dans la finance traditionnelle. Donc, sur le papier, c'est très attractif pour eux. Néanmoins, Ils veulent pas quand je toucher. leur dis, voilà, voilà, pour aller maintenant emprunter, il faut aller cliquer sur le bouton. Nous, on ne peut pas le faire pour vous. Donc, il faut que vous installiez un wallet. Il faut que vous alliez sur Polygon, sur Ethereum. Il faut que vous alliez exécuter une transaction. Ensuite, que vous récupérez les fonds, que vous les off-rampiez. Donc, que vous allez les faire passer crypto fiat. Et ensuite, Même vous moi, allez j'irai pas. voilà, non, mais c'est ça. Et en plus, après, voilà, l'entreprise te dit OK, mais qu'est-ce qui se passe si je perds les clés de mon wallet? Ah, mais c'est une phrase, bah, c'est mort. Bonne Ah, les mecs, partie. ils sont en mode, ben, c'est juste pas possible. Ouais. Je peux pas. Donc, on s'est très vite rendu compte, et donc on s'est dit OK, mais si dans ce cas-là, vous aviez un service qui en fait, pourrait abstraire tout ça et vous fournir un marquement. Est-ce que vous le prendriez ou pas? Et enfin, vous le packagez en fait sous un service. Et tous étaient en mode oui, oui, carrément. Enfin, je payerais même pour ça, en plus, sans problème. Et donc, en fait, Atlantis Flow est né comme ça. Il est né vraiment en fait d'un besoin et d'un prérequis de nos emprunteurs, qui était donc justement d'abstraire toute la complexité blockchain, euh, ce qui nous permet en fait aujourd'hui d'avoir une proposition de valeur qui est extrêmement intéressante, puisque on peut aller chercher, donc sourcer du capital qui est de manière beaucoup plus efficace, de manière beaucoup plus rapide et de manière beaucoup plus transparente que le reste du marché traditionnel. Et on peut donc fournir ça de manière complètement seamless à des entreprises Web2. Et donc, elles, finalement, elles peuvent, à la fin de la fin, elles voient donc la Credit Facilities qui est créée on-chain. Elles ont accès à toutes les métriques, etc. Chose que non, on n'a pas, ils n'ont pas en faille. Euh, ils peuvent emprunter et recevoir finalement un virement sur leur compte en banque instantanément. C'est un Et dollar. voilà, et donc c'est vraiment voilà, la base et le process d'Atlantis Flow. Ok, mais c'est effectivement pour ça que vous avez fait le PSAN, pour pouvoir avoir toutes ces parties de changement contre de la monnaie fiduciaire, de garantie et ainsi de suite sur Et la de capacité custody, à ouais, garder des fonds pour des exactement. clients tiers. Et pour terminer, on en parlait tout à l'heure, effectivement, là, j'ai ouvert en fond de tâche votre site avec les deux pools accessibles aujourd'hui. Donc, il y en a une qui est permissionless et une qui est permissionnée. Donc, c'est-à-dire, il y en a une, on doit donner son identité pour y accéder, l'autre non. Euh, Exactement. est-ce que tu peux nous expliquer ce que je disais tout à l'heure? Ok, moi en tant que personne, Valentin, je peux pas ouvrir une pool. Par contre, je peux participer. Je vois que les taux moyens, c'est 11 et 12% là. Est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, s'il y en a qui souhaitent apporter de la liquidité, si c'est possible et comment ça marche? Exactement. Donc déjà, il y a un premier point. C'est pas parce que c'est KYC'd que l'emprunteur lambda ne peut pas participer. C'est juste qu'il doit effectivement faire enregistrer son process de Know Your Customer, voilà, mettre sa carte d'identité, etc. Comme il le ferait en fait finalement quand il va aller sur un centralized exchange. Et sauf que là, il le fait sur notre decentralized exchange, sur notre protocole, mais, euh, mais de manière complètement. Enfin, on utilise d'ailleurs pour ça une boîte française qui s'appelle Synapse, qui est aussi Web3. Tout le process est intégré dans la plateforme.
Nous, on n'accède pas au KYC, enfin, on n'en fait rien de ces données-là. De toute façon, c'est hyper régulé la manière dont ces données sont gérées et doivent être stockées. Donc, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de sourcer du capital. Et sourcer du capital euh, dont on est sûr qu'il n'y a pas voilà, des wallets comme la Corée du Nord ou l'Iran qui sont derrière, puisque justement l'argent, comme je disais, à terme, doit terminer donc, dans les mains d'une entreprise Web2 qui, elles, vont avoir bien sûr besoin de prouver que ce financement-là est propre. Donc, pour un prêteur, finalement, qu'il interagisse entre une pool permissionless ou une pool permissionnée. La seule différence, effectivement, va être le process de KYC qu'il va devoir faire, qui est assez rapide. Et après, il a accès, effectivement, à la pool en question. Et donc, il peut déposer. Donc, dans chaque pool, on a créé un order book. C'est un order book de taux. Ok. Et donc, voilà, il y a une petite étape qui va demander en fait au prêteur de choisir au taux auquel il se sent confortable de prêter à l'emprunteur. Et ce qui va permettre en fait à l'emprunteur, en fait, au taux global du prêt d'être défini par le marché. Ça, c'est Mhm. une des caractéristiques qui fait que justement, on enlève un tiers, un tierce partie qui normalement va justement dire, bah, tiens, c'est X ou Y, Ouais, et ouais. prendre une petite commission au passage. Là, c'est vraiment, donc c'est défini par le marché. Parce que qu'on comprenne bien, du coup, effectivement, là, si on va sur le site à l'heure actuelle, donc le podcast, l'échange sortira dans le week-end, donc les gens qui l'écoutent en premier auront les mêmes. Donc il y a Carmen et Fluna. On est d'accord que c'est les entreprises qui vont prêter à d'autres derrière. C'est pas directement à ces entreprises que je prête, hein. Alors, en fait, c'est ça, tu vas aller prêter. Alors, tu vas prêter directement à ces entreprises-là. Ces Qui entreprises-là, vont derrière, vont redistribuer prêter. derrière. Mais toi, en fait, tu n'es pas exposé au risque de cette entreprise. Enfin, Ouais, c'est ça. c'est-à-dire que s'il y a des défauts dans le livre de prêt d'une de ces entreprises, toi, ça va pas se répercuter directement sur toi, puisque c'est Ouais, leur c'est ça. Ok. business à eux, en fait. Et dans leur modèle, justement, ils ont des modèles algorithmiques. Ils ont un taux de défaut qui est pricé, en fait. Ils se disent, bon, ben voilà, moi, de toute façon, c'est normal, parce qu'en fait, faut pas l'oublier, mais c'est normal d'avoir des défauts, hein. Bien sûr. C'est malheureusement en fait une étape qui est forcée d'arriver à un moment ou à un autre si on veut scaler en fait des produits. Et justement, c'est là l'intérêt de scaler un loan book, puisque justement, plus on va scaler notre loan book et qu'on le fait bien et granulairement, plus on peut se permettre de se dire, OK, je peux avoir 1% de défaut. Ok, ouais, ouais, bien sûr. Et donc, justement, tout le travail de ces entreprises-là, c'est de rester dans ce 1% de défaut et de ne pas monter plus et de manager en fait justement ce risque-là de la manière la plus granulaire possible. Donc, l'idée maintenant pour ces et pourquoi d'ailleurs justement on travaille avec ces entreprises-là, c'est que donc ces entreprises-là, elles ont du collatéral, comme je disais, en plus à Ouais. mettre souvent. Et donc là, aujourd'hui, ce que vous voyez vraiment, c'est toute la partie tech, hein. Vous voyez la UI, vous voyez les pools, et vous voyez les noms des emprunteurs, etc. Mais tout ça, en fait, c'est aussi bundlé avec une tech qui est légale. Enfin, on dit toujours qu'on a deux stacks. On a notre stack tech et on a notre stack légal. Ouais. Et la stack légale, vraiment, c'est tout ce qui va être les master loan agreement, donc les, euh, les- l'agrément de prêt. On va avoir ce qu'on appelle des SPV, donc Special Purpose Vehicle, donc qui sont vraiment en fait des véhicules financiers traditionnels. Donc on crée carrément des véhicules financiers qui sont faits justement, qui sont créés traditionnellement dans la finance traditionnelle Mm. pour régir un prêt en particulier et le rendre très robuste et justement très bien définir qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un défaut, si jamais il se passe tel événement, etc., 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 pour enregistrer les collatéraux à l'intérieur et justement qu'il n'y ait pas une histoire de l'entreprise, si l'entreprise en fait disparaît du jour au lendemain, bah, les collatéraux ils sont où? En fait, les collatéraux ils sont isolés dans le SPV et on peut justement aller avoir Valide un l'accès. agent qui va aller justement voilà. Donc en fait, on n'est plus du tout dans le Far West qu'on avait il y a un Ouais, an, un an. clairement. On est sur quelque chose qui est extrêmement structuré. On est sur quelque chose qui ressemble énormément à la finance traditionnelle, de plus en plus, mais justement qui bénéficie en fait des rails de la crypto.
et qui permettent donc de rendre finalement ce process beaucoup plus transparent, beaucoup plus liquide et beaucoup plus efficient. Bien sûr. OK. Bah, écoute, je vais mettre tout ça en description et en fiche pour ceux qui veulent aller regarder un petit peu les 2 poules que vous avez, sachant que tu le disais un peu en introduction et tu l'as teasé un peu tout au long de l'échange que, il y en aura beaucoup plus dans les prochains mois là, parce que vous êtes en train de Ouais, vous concentrer sur cette nouvelle, sur ce nouveau cas d'usage, pardon, et donc il y aura beaucoup plus de capacité d'emprunt dans les prochains mois, voilà, peut-être c'est même d'ici ça. la fin de l'année, quoi. Ouais, c'est exactement. En fait, on a trouvé nos verticales qu'on veut adresser. Euh, on s'est rendu compte que voilà, il y a deux verticales vraiment, ce qu'on appelle la trade finance, le revenue-based financing. Donc, ça va justement toutes ces entreprises qui vont évoluer dans le trade, soit de matières premières ou dans le revenue-based financing, c'est dans le financement d'entreprises Ouais. basées sur leurs revenus. Il y a vraiment un marché à faire en fait. Il y a un énorme, il y a un énorme marché, un énorme potentiel. OK. Puisque ces entreprises-là, en fait, la majorité sont déjà rentables. C'est incroyable en fait. Elles sont très très souvent déjà rentables. Mais elles ont un besoin de capital qui est énorme. Et en fait, leur scalabilité, si elles veulent vraiment en fait scaler leur opération, elles ont un besoin de capital qui est tout aussi gros. OK. Et donc, il y a forcément il y a un lien direct justement pour eux d'aller chercher des credit facility, en fait, un capital qui est donc le plus efficient possible et le plus optimisé possible. Donc, c'est là aussi, nous, on ramène une vraie création de valeur, puisqu'on permet en fait à toutes ces entreprises-là de mieux se financer tout simplement. Et en fait, vu qu'elles se financent mieux, ça se répercute aussi en fait euh, dans les petites opportunités pour les small and medium enterprises. Donc, en fait, il y a un vrai effet cascade. Et c'est pour ça que plus on va réussir à optimiser, nous, nos rails, plus finalement ça va se ressentir dans, dans la création de valeur tout au long de la chaîne, quoi. Très clair. Vous êtes combien là en ce moment, chez Atlantis? Aujourd'hui, on est 12. OK. Et donc, on a prévu de rester à peu près comme ça jusqu'à la fin de l'année. Justement, comme je disais, on a pas mal d'opportunités qui arrivent. C'est justement là, ce qui nous bloque un peu, c'est toute la legal stack. On a énormément justement de travail légal qu'on a dû faire, notamment, et le PSAN, en fait, en fait partie. C'était un des éléments, en fait, des choses qu'on avait à mettre en place. Donc, tous ces véhicules financiers, justement, qu'il faut qu'on mette en place, qu'on automatise à travers la création de chaque prêt. Ça, c'est en train d'arriver. On est vraiment en train d'arriver à bout de tout ce travail-là. Et une fois que tout ça c'est fini, on va pouvoir maintenant ouvrir les vannes et ouvrir justement ces opportunités. Et c'est pour ça que je suis très excité à l'idée de voir justement comment ça va se passer d'ici la fin de l'année, parce que je pense qu'il y aura énormément de mouvements, quoi. Eh ben, on regardera ça effectivement avec attention. En tout cas, jusqu'à date, de l'enregistrement du podcast, il y a presque 8 millions qui ont été financés via Atlantis. On verra effectivement dans les prochains mois, prochaines années, à quel point ça a été exponentiel pour vous et sur ce marché nouveau. Merci beaucoup en tout cas, Alexis, d'être venu présenter cette solution et d'avoir échangé à mes côtés sur Atlantis et sur cette nouvelle fonctionnalité ou en tout cas cette nouvelle manière d'accéder à la finance décentralisée qui n'est désormais plus l'ennemi de la finance traditionnelle. À très vite. Merci à toi, Valentin. À très vite.